L'euro est la deuxième monnaie la plus utilisée au monde. Plus de 340 millions d'Européens l'utilisent quotidiennement. C'est le symbole de l'unité européenne, le projet le plus ambitieux de l'histoire monétaire moderne. Et pourtant, cette monnaie est au bord du gouffre. Des fissures profondes menacent son existence même. Et le plus terrifiant, la plupart des gens ne le voient pas venir. Vous pensez que l'euro est solide parce qu'il existe depuis plus de 20 ans ? Vous croyez que l'Union européenne ne laissera jamais sa monnaie s'effondrer ? Détrompez-vous, les forces qui travaillent actuellement à détruire l'euro sont plus puissantes que toutes les bonnes intentions des dirigeants européens. Et si vous avez des économies en euros, un salaire en euros, une retraite en euros, vous devez absolument comprendre les dangers qui menacent cette monnaie. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'euro pourrait ne pas survivre aux 10 prochaines années. Quelles sont les failles structurelles qui le condamnent ? Quels événements pourraient déclencher son effondrement ? Et surtout, comment vous pouvez vous protéger de ce scénario catastrophe ? Restez jusqu'à la fin, car les dernières minutes pourraient sauver votre patrimoine. Mais avant de plonger dans les dangers actuels, il faut comprendre une vérité fondamentale. L'euro n'aurait jamais dû exister. Du moins, pas sous sa forme actuelle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. L'euro a été lancé en 1999 comme monnaie électronique, puis sous forme de pièces et billets en 2002. C'était un projet politique audacieux, peut-être le plus audacieux de l'histoire européenne. L'idée était simple en apparence. Créer une monnaie unique pour faciliter le commerce, renforcer l'intégration européenne et rivaliser avec le dollar américain. Mais dès le début, les économistes ont averti que ce projet violait un principe fondamental de l'économie monétaire. Pour qu'une union monétaire fonctionne, il faut ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, c'est-à-dire un ensemble de conditions économiques et politiques spécifiques. Premièrement, les économies doivent être synchronisées. Elles doivent traverser les mêmes cycles économiques en même temps. Quand une région est en récession, les autres doivent l'être aussi. Quand une région est en expansion, les autres doivent l'être également. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule politique monétaire pour toute la zone. La Banque Centrale Européenne ne peut pas baisser les taux pour l'Italie tout en les augmentant pour l'Allemagne. C'est tout ou rien. Deuxièmement, il faut une mobilité du travail. Si une région souffre de chômage, les travailleurs doivent pouvoir facilement migrer vers les régions qui recrutent. Aux États-Unis, si le Texas est en crise, les gens déménagent en Californie. En Europe, un Grec ne déménage pas facilement en Finlande. Barrière linguistique, culturelle, administrative. La mobilité est très faible. Troisièmement, il faut des transferts fiscaux automatiques. Quand une région est en difficulté, le budget fédéral doit automatiquement y transférer des ressources. Aux États-Unis, les États riches financent les États pauvres via le budget fédéral. En Europe, chaque pays garde jalousement son budget national. Les transferts entre pays sont minimes et toujours source de tensions politiques. Quatrièmement, il faut une intégration politique forte, une vraie fédération avec un gouvernement central capable de prendre des décisions rapides et de les imposer à tous. L'Europe, c'est une mosaïque de 19 pays, chacun avec son gouvernement, son parlement, ses intérêts nationaux. Toute décision importante nécessite l'unanimité ou des majorités qualifiées impossibles à obtenir. La zone euro ne remplit aucune de ces conditions. Aucune. Les économistes l'ont dit dès le début. Mais les politiciens ont préféré ignorer les avertissements. Ils ont cru que la volonté politique suffirait, que l'euro créerait les conditions de sa propre réussite, que l'intégration monétaire forcerait l'intégration économique et politique. Ils avaient tort, et maintenant, 25 ans plus tard, nous en payons le prix. Le premier danger mortel qui menace l'euro est la divergence économique croissante entre le Nord et le Sud. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande forment le bloc du Nord. Des économies compétitives, exportatrices, avec des excédents commerciaux massifs. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal forment le bloc du Sud. Des économies moins compétitives, avec des déficits chroniques, un chômage élevé, une dette publique massive. Ces deux blocs ont des besoins économiques totalement opposés.
Le Sud a besoin d'une monnaie faible pour redevenir compétitif. Il a besoin de taux d'intérêt bas pour financer sa dette et stimuler son économie. Il a besoin d'inflation pour réduire le poids réel de ses dettes. Le Nord a besoin d'une monnaie forte qui reflète sa compétitivité. Il a besoin de taux d'intérêt normaux pour éviter les bulles spéculatives. Il a besoin d'une inflation faible pour protéger l'épargne de sa population vieillissante. Avec leur propre monnaie, ces pays auraient des politiques monétaires adaptées à leurs besoins. L'Italie aurait une lire faible et des taux bas. L'Allemagne aurait un marque fort et des taux plus élevés. Chacun pourrait ajuster sa politique économique à sa situation. Mais dans la zone euro, c'est impossible. Il n'y a qu'une seule politique pour tous. Résultat, cette politique ne convient vraiment à personne. Elle est trop restrictive pour le Sud qui étouffe. Elle est trop laxiste pour le Nord qui s'inquiète. Et cette divergence s'aggrave avec le temps. L'Allemagne devient de plus en plus compétitive. Ses exportations explosent, sa dette diminue. Pendant ce temps, l'Italie s'enfonce. Sa compétitivité se dégrade, sa dette explose. Elle représente aujourd'hui plus de 140% du PIB italien. Comment l'Italie peut-elle rembourser une telle dette ? Elle ne peut pas. Avec sa propre monnaie, elle aurait pu la dévaluer et générer de l'inflation pour alléger le fardeau. Dans la zone euro, elle est coincée. La seule solution serait une austérité draconienne pendant des décennies. Mais politiquement, c'est impossible. Aucun gouvernement ne peut imposer 20 ans d'austérité à sa population sans provoquer une révolution. Le deuxième danger mortel est la fragmentation politique croissante. L'euro était censé unir l'Europe. En réalité, il la divise. Les pays du Sud voient le Quaerschens, voient l'euro comme une camisole de force imposée par le Nord. Ils accusent l'Allemagne de transformer la zone euro en instrument de domination économique. Les pays du Nord voient le Sud comme des cigales irresponsables qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens aux frais des fourmis du Nord. Ils refusent catégoriquement de payer pour les dettes du Sud. Cette fracture Nord-Sud alimente la montée des partis eurosceptiques partout en Europe. En Italie, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles ont longtemps réclamé un référendum sur l'euro. En France, le Rassemblement national veut quitter l'euro. En Allemagne, l'AfD s'y oppose farouchement. Ces partis gagnent du terrain élection après élection. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de citoyens européens, l'euro est synonyme de chômage, d'austérité, de baisse du niveau de vie. Avant l'euro, l'Italie était la 5e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, elle stagne depuis 20 ans. La France était dynamique. Aujourd'hui, elle accumule les difficultés. Seule l'Allemagne a vraiment profité de l'euro. Elle a pu exporter massivement grâce à une monnaie sous-évaluée par rapport à sa compétitivité réelle. Si l'Allemagne avait gardé le mark, sa monnaie aurait été beaucoup plus forte. Ses exportations auraient été plus chères. Son excédent commercial serait moindre. L'euro est un cadeau pour l'Allemagne et un boulet pour le reste. Le troisième danger est la dette insoutenable de plusieurs pays membres. L'Italie doit 140% de son PIB. La Grèce doit plus de 170%. La France doit plus de 110%. L'Espagne doit plus de 100%. Le Portugal, idem. Ces niveaux de dette sont insoutenables à long terme. Comment ces pays peuvent-ils rembourser ? Ils ne peuvent pas croître suffisamment vite. Leur démographie est catastrophique. Population vieillissante, taux de natalité effondré. Moins de travailleurs pour produire de la richesse et payer des impôts. Plus de retraités à financer. L'équation est impossible. La seule solution historique pour se débarrasser d'une dette insoutenable est l'inflation. Créer de la monnaie, dévaluer, générer de l'inflation qui réduit la valeur réelle de la dette. Mais dans la zone euro, ces pays ne contrôlent plus leur monnaie. Ils ne peuvent pas dévaluer, ils ne peuvent pas créer d'inflation. La Banque Centrale Européenne est indépendante et son mandat est la stabilité des prix. Elle est obsédée par l'inflation, pas par l'aide aux États surendettés. D'ailleurs, les traités européens interdisent explicitement à la BCE de financer les déficits publics. Alors ces pays sont piégés, ils s'enfoncent dans la dette. Les taux d'intérêt augmentent, le service de la dette devient de plus en plus coûteux, un cercle vicieux s'enclenche, et un jour, l'un de ces pays fera défaut. Il ne pourra plus rembourser sa dette. Et quand ce jour arrivera, c'est toute la zone euro qui tremblera. Le quatrième danger est le système bancaire fragile. Les banques européennes détiennent des quantités massives de dettes publiques
de leurs pays respectifs. Les banques italiennes détiennent de la dette italienne. Les banques françaises détiennent de la dette française, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, la réglementation bancaire considérait la dette publique européenne comme un actif sans risque. Les banques n'avaient pas besoin de constituer des réserves contre ces actifs. Elles pouvaient en acheter autant qu'elles voulaient. Résultat, un lien toxique entre les États et les banques. Si l'Italie fait défaut sur sa dette, les banques italiennes s'effondrent instantanément. Si les banques italiennes s'effondrent, l'État italien doit les sauver. Mais comment peut-il les sauver s'il est lui-même en faillite ? C'est ce qu'on appelle la boucle diabolique banques-États, et elle menace toute la zone euro. En 2011 et 2012, nous avons failli voir ce scénario se réaliser avec la Grèce. La dette grecque est devenue insoutenable. Les marchés ont paniqué. Les taux d'intérêt grecs ont explosé à plus de 20%. Le pays était au bord de la faillite. Les banques grecques étaient au bord de l'effondrement et la contagion menaçait de s'étendre au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie. Toute la zone euro était menacée. Il a fallu 3 plans de sauvetage massifs, des centaines de milliards d'euros prêtés par les autres pays de la zone euro et le FMI pour éviter la catastrophe. Et même ainsi, la Grèce a dû imposer une austérité brutale à sa population. Les retraites ont été coupées de moitié, les salaires publics réduits drastiquement. Le chômage a atteint 27%, une génération entière a été sacrifiée. Et devinez quoi ? La Grèce est toujours surendettée. Le problème n'a pas été résolu, il a juste été reporté. Et la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas la Grèce, ce sera l'Italie. Et l'Italie, c'est 10 fois plus gros, trop gros pour être sauvé. Le 5e danger est l'absence de solidarité fiscale réelle. Quand la pandémie de Covid a frappé en 2020, l'Europe a créé un fonds de relance de 750 milliards d'euros. C'était présenté comme un moment historique. La preuve que l'Europe pouvait être solidaire. Mais regardons les détails. Ces 750 milliards sont en grande partie des prêts, pas des dons. Les pays qui les reçoivent devront les rembourser. Et ces prêts sont conditionnés à des réformes structurelles. Le Nord accepte de prêter au Sud, mais seulement si le Sud fait ce que le Nord lui dit de faire. Ce n'est pas de la solidarité, c'est du paternalisme. Comparez ça aux États-Unis. Quand la Californie brûle, le budget fédéral aide automatiquement, sans condition, sans discussion interminable, c'est automatique et inconditionnel. En Europe, chaque euro transféré fait l'objet de négociations âpres. Le Nord accuse le Sud de gaspillage, le Sud accuse le Nord d'égoïsme, et pendant ce temps, les crises s'aggravent. Sans véritable solidarité fiscale, la zone euro ne peut pas survivre au choc majeur. Le 6e danger est la concurrence du dollar et maintenant du yuan. L'euro devait rivaliser avec le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Il devait offrir une alternative crédible. 25 ans plus tard, où en sommes-nous ? Le dollar représente toujours près de 60% des réserves de change mondiales. L'euro, 21%. Et sa part diminue lentement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce que la zone euro est perçue comme instable, fracturée, incapable de prendre des décisions rapides. Quand une crise éclate, les investisseurs fuient vers le dollar, pas vers l'euro. Et maintenant, il y a un nouveau concurrent, le yuan chinois. La Chine travaille méthodiquement à internationaliser sa monnaie. Elle conclut des accords bilatéraux avec des dizaines de pays pour commercer en yuan plutôt qu'en dollars ou euros. Elle crée des infrastructures financières alternatives. L'euro est pris en tenaille entre le dollar tout-puissant et le yuan montant. Il perd progressivement de la pertinence sur la scène mondiale. Et si l'euro perd son statut de monnaie de réserve internationale, sa valeur chutera. L'inflation augmentera. Le niveau de vie des Européens baissera. Le 7e danger, peut-être le plus immédiat, est l'instabilité politique en Europe. Regardez ce qui se passe actuellement. L'Italie a un gouvernement eurosceptique. La France est paralysée par des tensions sociales récurrentes. L'Allemagne fait face à une crise énergétique et industrielle majeure. L'Espagne est divisée par la question catalane. La Pologne et la Hongrie défient ouvertement les institutions européennes. Le Brexit a montré qu'un pays pouvait quitter l'Union européenne. Si le Royaume-Uni a pu le faire, pourquoi pas d'autres ? Imaginez qu'un grand pays comme l'Italie décide de quitter l'euro. C'est un scénario de plus en plus plausible. Comment cela se passerait-il ?
D'abord, des rumeurs. Les marchés paniquent. Les investisseurs vendent massivement les obligations italiennes. Les taux explosent. Les banques italiennes s'effondrent. Le gouvernement italien annonce la réintroduction de la lire. Du jour au lendemain, tous les comptes bancaires en Italie sont convertis de force en lire. La nouvelle lire se déprécie immédiatement de 50% ou plus face à l'euro. Les Italiens, qui avaient 1000 euros sur leur compte, ont maintenant 1000 lires qui valent 500 euros. La moitié de leur épargne a disparu. La panique se propage aux autres pays faibles. La Grèce, l'Espagne, le Portugal. Les déposants se précipitent pour retirer leur argent avant que leur pays ne fasse pareil. Une ruée bancaire massive. Les banques ferment, les distributeurs sont vides, le système de paiement s'effondre. La Banque Centrale Européenne tente d'intervenir pour éviter la contagion. Elle achète massivement de la dette espagnole et portugaise pour éviter que leur taux n'explose. Mais les marchés ne sont pas dupes. Ils savent que si l'Italie est partie, d'autres suivront. La zone euro est condamnée. En quelques semaines, plusieurs pays annoncent leur sortie. L'euro se fragmente. Il n'existe plus qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande. Un euro du Nord, petit, stable, mais irrelevant à l'échelle mondiale. Le projet européen est mort. Des décennies de construction européenne anéanties. Et les conséquences économiques sont catastrophiques. Le commerce intra-européen s'effondre. Les nouvelles monnaies nationales fluctuent sauvagement. L'incertitude paralyse l'investissement. L'Europe plonge dans une récession profonde, le chômage explose, les tensions politiques et sociales deviennent ingérables. Ce scénario catastrophe est-il inévitable ? Non, mais il devient de plus en plus probable chaque année. Alors que peut faire l'Europe pour sauver l'euro ? Il faudrait une intégration politique et fiscale beaucoup plus poussée, un véritable budget fédéral européen, des transferts automatiques entre pays riches et pays pauvres, une mutualisation des dettes publiques, des euro-obligations garanties par tous les pays de la zone, un gouvernement économique européen avec le pouvoir de prendre des décisions contraignantes, une harmonisation fiscale et sociale pour éviter la concurrence déloyale entre pays membres. Bref, il faudrait créer les États-Unis d'Europe, mais politiquement c'est impossible. Les peuples européens ne sont pas prêts à abandonner leur souveraineté nationale, l'Allemagne refuse catégoriquement de mutualiser les dettes, les pays du Sud refusent d'abandonner leur autonomie budgétaire. Chaque pays veut les avantages de l'euro sans en accepter les contraintes. Alors nous restons dans un entre-deux instable, ni vraiment fédéral, ni vraiment national. Un système bancal qui ne peut pas fonctionner à long terme. Et pendant ce temps, les tensions s'accumulent, les déséquilibres s'aggravent. La prochaine crise, quelle qu'elle soit, pourrait être celle de trop, celle qui fera exploser le système. Alors comment vous protéger en tant qu'individu ? Parce que si l'euro s'effondre ou se fragmente, vous voulez être du bon côté. Première stratégie, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos actifs. Détenez des actifs en dehors de la zone euro, dollars, francs suisses, couronne norvégienne. Des devises de pays stables avec des finances publiques saines. Détenez de l'or physique. Si l'euro s'effondre, l'or conservera sa valeur. C'est la protection ultime contre le chaos monétaire. Deuxième stratégie, réduisez votre exposition aux actifs financiers européens les plus risqués. Évitez les obligations des pays surendettés, Italie, Grèce, Espagne, Portugal. Si ces pays font défaut ou quittent mal l'euro, ces obligations ne vaudront plus rien. Soyez prudents avec les actions bancaires européennes. Les banques sont en première ligne si la crise éclate. Privilégiez les entreprises solides, multinationales, qui génèrent des revenus en dehors d'Europe. Troisième stratégie, augmentez votre autonomie. Développez des compétences qui resteront précieuses même en temps de crise. Si le système économique européen s'effondre temporairement, ceux qui ont des compétences pratiques s'en sortiront mieux. Constituez des réserves, nourriture, eau, médicaments de base. Pas pour devenir survivaliste, mais par simple prudence. Quatrième stratégie, surveillez les signaux d'alerte. Un écart qui se creuse entre les taux d'intérêt allemands et italiens est un signe de tension. Si cet écart dépasse 300 points de base, c'est un signal d'alarme, une fuite des capitaux des pays du Sud vers le Nord. Si vous observez des mouvements massifs de capitaux italiens ou espagnols vers l'Allemagne,
c'est que les investisseurs anticipent l'éclatement de la zone euro. Des partis ouvertement hostiles à l'euro qui gagnent les élections dans les grands pays. Si un gouvernement italien ou français ouvertement anti-euro arrive au pouvoir, la fin est proche. 5e stratégie, ayez un plan B. Si vous vivez dans un pays de la zone euro, pensez à ce que vous feriez si votre pays quittait l'euro. Comment protégeriez-vous votre épargne ? Comment continueriez-vous à travailler ? Avez-vous des options pour déménager temporairement ? Cette planification peut sembler excessive. Mais mieux vaut être préparé et ne jamais en avoir besoin que d'être pris au dépourvu. Alors, l'euro va-t-il s'effondrer ? Honnêtement, personne ne peut le prédire avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que l'euro, dans sa forme actuelle, n'est pas viable à long terme. Soit l'Europe s'intègre beaucoup plus profondément, créant une véritable fédération, soit l'euro finira par se fragmenter ou disparaître. Il n'y a pas de statu quo possible. Le système actuel accumule des déséquilibres qui finiront par exploser. La question n'est pas de savoir si la crise viendra, c'est de savoir quand, et si vous serez prêt quand elle arrivera. L'histoire monétaire nous enseigne que les unions monétaires sans union politique finissent toujours par échouer. L'union monétaire latine du 19e siècle a échoué, l'union scandinave a échoué. Toutes les tentatives historiques ont échoué. L'euro sera-t-il l'exception ? Peut-être, mais les probabilités ne sont pas en sa faveur. Et dans un monde où la Chine monte en puissance, où les États-Unis restent dominants, où les tensions géopolitiques s'aggravent, l'Europe divisée et affaiblie par ses contradictions internes n'est pas en position de force. Les 25 prochaines années seront déterminantes. Soit l'Europe fait les réformes nécessaires pour sauver l'euro, soit nous assisterons à son effondrement. Et cet effondrement serait une catastrophe économique et géopolitique majeure. Pas seulement pour l'Europe, pour le monde entier, parce qu'une Europe en crise, c'est un continent de 500 millions d'habitants qui plonge dans le chaos. C'est le commerce mondial qui s'effondre. C'est la démocratie qui recule face à l'extrémisme. C'est la paix qui est menacée. Alors oui, l'euro est en danger, un danger mortel. Et nous devons tous en être conscients, pour nous protéger, mais aussi pour exiger de nos dirigeants qu'ils agissent avant qu'il ne soit trop tard. Parce que sauver l'euro, c'est possible, mais cela nécessite du courage politique, de la vision, de la solidarité, des qualités qui semblent cruellement manquer dans l'Europe d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers qui menacent l'euro et votre épargne, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes analyses sur l'économie européenne et mondiale. Partagez cette vidéo avec vos proches qui doivent comprendre ces risques. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'euro survivra aux 20 prochaines années ? Quelles mesures prenez-vous pour protéger votre patrimoine ? Je lis tous vos commentaires. Pour aller plus loin, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à décrypter ensemble les secrets de l'économie mondiale. À très vite.